Bonjour à tous. Je suis ravi de t'accueillir, Christophe. On va parler de la position du directeur marketing en tant que coach. Christophe, t'es avec nous, consultant 1 minute 30 depuis combien de temps maintenant? 2 ans et demi? 2 ans et demi, ouais, j'allais dire 3 ans, mais on est vraiment pas loin. Tu es ancien directeur marketing, entre autres chez Generix, donc avec un gros budget, et puis chez d'autres sociétés, et tu viens du produit. Je te laisse te présenter avant qu'on attaque notre Ça, discussion sur le rôle du directeur marketing. ça marche très bien. Donc, comme tu l'as dit, donc, je suis un ancien directeur marketing. J'ai officié principalement dans des entreprises de technologie. Donc, j'ai des éditeurs de logiciels, hein, principalement, avec des rôles de marketing produit qui ont évolué vers des rôles de direction marketing où j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec beaucoup de leviers, construire des équipes, et dans d'autres cas, reconfigurer même des équipes. Euh, donc avec une grande passion sur comment on structure le métier de directeur marketing de manière générale et aussi une grande passion pour le management, ce qui m'a amené au moment de choisir de quitter le giron de l'entreprise traditionnelle, d'avoir une activité et de conseil marketing d'un côté, tout en développant une activité de coaching par ailleurs. Activité qui s'adresse principalement aux managers et dirigeants, équipes dirigeantes d'entreprises. Et il m'arrive parfois aussi de mélanger un peu ma passion du marketing et ma passion du coaching dans des travaux de construction d'équipes marketing, comment reconfigurer, amener un cran plus loin, gagner en maturité, tout simplement. Voilà dans le grand tour, hein, dans le grand tour dit en quelques mots. Super. Et en quelques mots aussi, a beaucoup contribué à créer Acquisition Strategy Design avec moi, avec le reste des consultants de l'équipe. Et puis, tu as participé effectivement à nos autres livres, Customer Experience Redesign, 3 méthodes marketing pour les RH et Q2C Selling. On a beaucoup appris de toi, de Virginie, sur les méthodes d'intelligence collective qui nourrissent nos démarches aujourd'hui et nos nouveaux formats de webinaires aussi pour être le plus participatif possible. Je vous rappelle qu'on va commencer par une interview autour de ce sujet, est-ce que le directeur marketing doit être un coach? Mais on va aussi finir avec une after, donc à partir de 10 heures, on prendra une demi-heure pour échanger tous ensemble, voir ce qu'on a retenu du webinaire, faire un peu de mise en pratique d'intelligence collective. Christophe, on attaque d'abord. Donc, je repose le sujet. Le directeur marketing doit-il être un bon coach? On va commencer par ça. C'est quoi un coach? Ouais, c'est quoi un coach? Ben, c'est super intéressant parce que tout le monde dit, aujourd'hui, quand on est manager, on nous dit, il faut être coach, il faut être manager, coach, c'est une posture importante, etc. Mais ça veut dire quoi être coach? Si on prend la définition stricto sensu du terme tel qu'on les retrouve dans les écoles de coaching, c'est une relation d'aide. Quand on est coach, on est dans la relation d'aide à l'autre pour l'aider à déployer un maximum son potentiel au service d'un objectif. Donc être coach, c'est être focus sur un objectif et réussir à amener les autres à atteindre cet objectif. C'est ça la définition stricte du terme. Euh, avec cette notion qui est très importante, on parle de déployer son potentiel, c'est-à-dire qu'on a une certaine confiance dans le fait que les autres ont un potentiel et que derrière, ils peuvent atteindre le max de leur potentiel et, derrière faire que les objectifs soient atteints. Donc ça fait partie vraiment j'allais presque dire, d'un dogme du coaching, hein, parce qu'il y a des dogmes dans tout métier, dans toute approche. Un des dogmes du coaching, c'est que l'autre a un potentiel et qu'on peut l'aider à le réaliser. Donc voilà, donc être un manager coach, c'est être un manager qui a en vue les objectifs. Et les objectifs, ça va aussi bien de la vision long terme que les objectifs court terme, hein, ça balaye tout ce spectre-là. Et de se dire, tiens, je suis capable d'amener mes équipes à atteindre ce potentiel. Et là, c'est là après où toute la spécificité de différents types de coachs vont ressortir. Parce qu'on peut atteindre le potentiel en étant en façon coach sportif, en criant allez, 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 les gars, on se bouge.
à des choses beaucoup plus bienveillantes, j'allais dire, entre guillemets, où on laisse le temps à la personne, à l'autre, de trouver ses moyens d'y arriver. Donc là, j'ai fait le spectre le plus large possible hein, du coaching, sans parti pris, enfin pas trop sur ce qu'on peut être. Et donc, ce qui est vachement important dans la relation du coach, c'est que le coach, quand on est manager coach, c'est d'aller chercher la notion d'altérité. C'est-à-dire que comme on veut déployer le potentiel de l'autre, on ne va pas déployer le potentiel de l'autre en montrant qu'on est supérieur à l'autre. Si on écrase l'autre en face de nous, comment l'autre il peut commencer à se déployer, à réussir j'allais dire, à réussir par lui-même si on est dans une relation écrasante. Et donc, il y a cette notion d'altérité. Nous sommes égaux en tant qu'humains, même si on a des positions hiérarchiques différentes, dans des rôles différents. On a des positions où c'est OK qu'on ait des rôles différents, mais je te respecte en tant qu'humain. Et ça, c'est souvent une des positions les plus importantes en tant que coach aujourd'hui. Alors, moi, j'ai plusieurs questions avant qu'on attaque les spécificités du coaching liées au directeur marketing. Ouais. Déjà, est-ce qu'on pourrait se poser cette question pour n'importe quel type de manager? Parce que là, on se la pose pour un directeur marketing, mais est-ce que c'est finalement une question qu'on peut se poser pour n'importe quel type de manager? Le directeur commercial doit-il être un bon coach? Le directeur R&D doit-il être un bon coach, etc. Quelles vont être les spécificités du métier de directeur marketing par rapport à cette notion de coaching? Ça, c'est ma première question. J'en aurai une autre après. Ouais, ça marche. Moi, mon avis, c'est que tout le monde gagnera à être coach. Ça, il n'y a pas, y a pas de doute. C'est-à-dire que si tout le monde avait quelques compétences en accompagnement de coaching, ce serait génial et tous les managers vont gagner à ça. Mais en même temps, je trouve que le métier de directeur marketing en a probablement plus besoin que beaucoup d'autres métiers. Euh, et ça se joue sur plein de spécificités du métier du marketing qui font que cette posture de coach va être particulièrement utile. Et je dirais qu'elle est circonstancielle et en fait, elle est structurelle en même temps. Elle est circonstancielle parce que le métier du marketing est dans une grande transformation en ce moment. Et donc, du coup, qui dit grande transformation dit changement, et donc des changements au sein de l'entreprise, auprès de ses pairs, auprès de ses managers. Et de l'autre côté, elle est structurelle parce que le métier du marketing aujourd'hui, euh, il est composé de plein de petits métiers, je dis pas sous-métiers, hein, de petits métiers très spécifiques qu'il faut réussir à faire manager ensemble. Il y a très peu d'équipes aujourd'hui, même dans le monde, dans des métiers très techniques, où il y a autant de spécialités différentes qu'en marketing. Je pense que si vous suivez les webinaires régulièrement, il y a très régulièrement, tiens, tel type de sujet, comment on le creuse, tel truc technique, telle nouveauté en SEO, telle nouveauté, tiens, ces nouveaux réseaux sociaux qui sortent, telle approche marketing nouvelle, donc ça bouge énormément. Et ça génère plein de métiers. Et donc, je dirais, ouais, donc il y a ce côté et un peu la période qui veut que les entreprises doivent s'adapter à une nouvelle forme de marketing et le fait que les métiers sont démultipliés qui font que la posture de coach va être importante. Ouais, ce que dit Elodie, c'est que l'on soit directeur marketing ou commercial, on reste avant tout des managers avec un besoin commun d'accompagnement des équipes, que ce soit dans la vente ou dans le marketing ou dans les autres métiers. Ouais, ça c'est vrai toujours. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que la posture de coach est utile partout chez tout le monde, il n'y a pas de doute. Ma conviction, c'est que en marketing, c'est un gros accélérateur de l'avoir. Et ça accélère beaucoup plus d'avoir cette posture-là chez un directeur marketing que chez un directeur commercial. Mais après, ça pas il y a Quoique, pas peu de comparer ça. ouais, le beaucoup plus, je m'interroge parce qu'il y a un vrai besoin de coaching des commerciaux Ouais. pour être en contact avec le client, pour avoir les bonnes attitudes, pour quand ils font du cold calling, se retrouver dans des situations qui sont assez dures émotionnellement et savoir Ouais. les affronter. On est Donc, dans la partie coaching, gestion de l'humain, là où en marketing, il y a aussi besoin de créer de l'alignement. L'alignement du marketing avec le reste de l'entreprise,
C'est-à-dire qu'on ne parle pas que du coaching one-to-one d'une personne à personne, on parle du coaching d'organisation. Ouais, alors ça, oui, enfin, ça fait partie des questions. Moi, je pense qu'il y a un vrai rôle de facilitateur, d'animation d'un collectif quand on est directeur marketing, du Mm. collectif de son équipe, mais aussi du collectif avec les autres entités. Chez 1 minute 30, et tu es bien placé pour le savoir, on a une vraie vision collective du marketing à la croisée de beaucoup de process, donc en contact avec beaucoup d'autres acteurs de l'organisation, le commerce et la com autour de l'acquisition, Mm. euh, le service client, le produit, les opérations autour de l'expérience client. Enfin voilà, on va la R&D pour tout ce qui est marketing produit, innovation produit, etc. Donc le marketing doit travailler énormément avec les autres et doit travailler énormément de façon collective à créer ensemble, et c'est pour ça qu'on a créé nos méthodes d'intelligence collective, à créer de l'alignement, à créer du consensus. Et ça, est-ce que c'est un rôle de coach ou c'est un rôle de facilitateur ou c'est un peu la même chose? Euh, on peut trouver plein de littérature qui différencie le rôle du facilitateur versus le rôle de coach. Moi, je trouve que la posture de facilitateur est une des postures qu'un coach doit savoir prendre. Et donc, pour moi, c'est un peu la même chose, je vais dire clairement. Et d'ailleurs, quand on fait de la facilitation, on est dans ce rôle que peut avoir le coach on fait émerger chez l'autre des solutions. Et derrière, le fait que l'autre ait construit ces solutions, qu'il les ait confrontées à d'autres personnes, ce qu'on appelle la métacommunication. Je pourrais vous expliquer ce que ça veut dire ça aussi. Et que derrière ça, il crée de l'alignement autour de ça. C'est une manière de faire du coaching. Il y en a d'autres des manières, mais c'en est une. Donc pour moi, le rôle de facilitateur est un des rôles que le coach peut avoir. Et donc du coup, en simplification, on va se dire que c'est à peu près la même chose. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est super difficile parce que le directeur marketing, il va être responsable, il a ses chiffres à tenir, il va être responsable de faire en sorte que on génère des leads, sinon il va se faire crier dessus par le directeur commercial, que derrière on crée des promoteurs scores qui soient le plus élevés possible. Et beaucoup de choses vont retomber sur le directeur marketing, en sachant que lui tout seul, avec ses bras armés qui sont des gens qui sont spécialistes du métier du marketing, il ne va pas faire grand-chose tout seul. Il ne va pas faire grand-chose tout seul parce qu'il va avoir besoin des spécialistes des offres, il va avoir besoin des gens qui vont être sur le terrain face aux clients, il va avoir besoin des gens de la com, potentiellement des gens des projets, etc. Et réussir à faire en sorte que tout ça bosse ensemble. Ben, ça ne se fait pas juste en disant ben, moi je suis marketing, j'ai mes objectifs à atteindre, maintenant vous allez bosser pour moi, avec moi. Ça ne se fait pas comme ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer avec les équipes un sens commun, un objectif commun. Et cette création d'objectifs communs, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, quoi. Ce n'est pas le big boss qui dit notre objectif c'est ça et hop, maintenant tout le monde est aligné. Ça peut marcher dans une politique de terreur très forte, mais ça peut être compliqué quoi, dans les faits, surtout si les organisations sont un peu grandes et un peu complexes. Donc, le gros enjeu du directeur marketing, c'est de réussir j'allais presque dire, à induire chez les autres. Et en fait, j'aime pas ce terme-là parce que c'est plus riche que ça en vrai. C'est de réussir à faire en sorte que les autres comprennent la mission du marketing, que la mission du marketing s'enrichisse aussi de la mission des autres pour créer en fait une seule et unique vision, et une seule et unique mission, les deux ensemble, pour que derrière les équipes marketing, avec les équipes commerciales, les équipes produits et tous les autres qui sont customer facing, puissent bosser ensemble. Et ça, comme je disais, ça ne se fait pas de manière autocratique, bête et méchante, quoi. On a besoin de mettre des processus d'intelligence collective pour ça, quand on est dans des approches coach d'orga. Et c'est intéressant que le directeur marketing porte ça parce que c'est ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, si lui ne le porte pas, personne ne va le porter à sa place. C'est aussi simple que ça. Et ça rejoint vraiment un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux
qui n'est pas encore facile à formaliser, mais moi, j'ai la conviction, et je crois que tu la partages, que aujourd'hui, les organisations par métier, avec d'un côté le marketing, de l'autre côté le commerce, de l'autre côté les opérations, etc., qui sont finalement des organisations par métier liées aux écoles que chacun a fait pour ses diplômes et pour sa scolarité, sont vraiment pas les plus adaptés pour faire en sorte qu'une entreprise fonctionne bien. Moi, j'ai la conviction que on pourrait réorganiser les boîtes autour de 3 grands process. Le process d'acquisition. Et le process d'acquisition au sens large, c'est l'acquisition de nouveaux clients, mais c'est aussi l'acquisition de nouveaux talents ou de nouveaux fournisseurs. C'est vraiment cette logique d'être en interaction avec le monde, d'attirer vers soi ou d'aller démarcher les ressources clients, fournisseurs, talents dont on a besoin pour que l'entreprise fonctionne. Pour moi, il y a un autre process qui est celui de l'expérience. Comment on apporte la meilleure expérience à nos clients, mais aussi à nos collaborateurs et à nos fournisseurs. Et donc, là, on est quand même très proche des opérations, mais avec vraiment un focus sur la satisfaction des parties prenantes, le fait de leur apporter le service ou le produit qu'on leur a promis. Et puis après, toute une logique autour de l'innovation, à savoir proposer des nouveaux produits, préparer l'avenir. Et si on organise l'entreprise sur ces 3 process, avec des objectifs qui sont à chaque fois des objectifs marketing, on n'a plus besoin d'un service marketing. On va avoir dans chacun de ces process des gens du marketing, on va prendre pour l'acquisition, on va avoir sur un seul toit des gens du marketing, de la com et de la vente qui sont unis autour de cet objectif d'augmenter le nombre de nouveaux clients, par exemple, avec un coût d'acquisition réduit et une forme de confrontation potentiellement avec les équipes de l'expérience client pour s'assurer que ceux qu'on fait rentrer ont un bon profil pour être satisfaits par la suite. Mais on peut avoir une vision de l'entreprise qui est beaucoup plus orientée sur les process, les objectifs, que sur les métiers. Ouais, bah, pour moi, là, en fait, la vision coupée par métier, c'est vraiment la vision de l'entreprise un peu tayloriste, hein. Chacun fait son métier avec son objectif lié à son métier et il prend ce qu'on lui donne en entrée, il ressort son truc vers l'équipe d'après, mais dans quelque chose d'assez discontinu. Et on crée en fait des frontières qui sont hyper artificielles par rapport au sens qu'on cherche à développer. Bon, on est vraiment, hein, dans cette notion de théorie des organisations, hein. Il y a dans les organisations, pour le découper en trois grandes types d'organisations. Il y a les organisations où on est plutôt dans très top-down, donneur d'ordre. C'est celles qui ont en silo, où on valorise l'expertise et chacun est expert de son domaine et il ne rentre pas dans le domaine de l'autre. On va avoir des organisations qui sont plutôt des organisations qui sont dans une orientation où les équipes ont mis en place des process un peu transverses pour répondre à ces problématiques-là. Ils ont beaucoup travaillé sur ces process dans un mode où on commence à s'autonomiser. Et il y a le troisième type d'organisation, celui qu'on cherche à atteindre aujourd'hui, qui est un peu le Graal aujourd'hui, hein. Alors après, il ne faut pas non plus en faire un Graal, je pense que c'est une erreur. Mais cette idée qu'on a tous compris le sens de ce qu'on cherche à faire, parce que la vision, elle est claire, elle est posée. Et on a compris aussi comment ça se retranscrit de manière opérationnelle. Et après, ben, les gens, comme ils ont compris ça, ils s'organisent autour des process. Et je me méfie du côté auto-organisé, hein. C'est pas le dire que chacun fait comme il veut parce qu'il a compris le truc, etc. Et s'auto-organise, c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est l'idée que on organise les process entre eux et on met les gens qui ont une même finalité autour d'un client, d'un projet client. Donc, typiquement, tous ceux qui doivent travailler sur acquérir des clients, ben, qu'ils le fassent ensemble dans des équipes un peu pluridisciplinaires. Ouais, et on voit quand même de plus en plus des chiffres revenus officers qui apparaissent et qui couvrent vraiment cette logique marketing-vente Ouais, sous un seul chapeau. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller euh, sur ces 3 grands process. et pour moi, effectivement, le truc, c'est l'idée, c'est d'arriver à amener ça au niveau le plus bas, jusqu'au niveau opérationnel. Parce que souvent, on arrive, créer des organigrammes, c'est facile, on reste dans un truc un peu intello.
Et l'idée, c'est de réussir à amener ça dans un niveau organisationnel, donc avec cette notion de comment je fais, moi, demain, pour que les équipes partagent une vision, partagent du sens, et en même temps comprennent ce qu'elle a à faire et arrivent à se dire les choses aussi. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une équipe qui performe, c'est une équipe qui sait s'engueuler. Voilà, je veux aussi relever un mythe, hein. Le manager coach, c'est pas un manager bienveillant. C'est pas un manager c'est-à-dire dans le sens où il n'est pas que dans un mode je suis là pour prendre soin de mes équipes complètement et derrière je dis pas les choses qui fâchent. Et c'est vrai pour une équipe qui est performante, c'est une équipe qui est capable de s'engueuler. Mais c'est aussi une équipe qui est capable de s'engueuler sans se détester derrière, c'est-à-dire qui garde un niveau d'alliance fort. Ok, on s'est engueulé sur un truc parce qu'on a des convictions différentes, mais c'est parce qu'on vise le même but, le même objectif, et en fait, on comprend pourquoi on s'engueule. Et ça, c'est possible, je reviens sur cette notion de métacommunication, seulement si on est capable aussi, au sein de l'entreprise, de dire, écoute, voilà, là, je suis monté dans les tours parce qu'il y a ça qui s'est joué chez moi, et parce que ça répond à tel besoin qui n'est pas répondu là. Et donc, de sortir d'un mode de conflits juste aveugles qui part à l'infini vers une capacité aussi à communiquer sur nos conflits et de se dire c'est OK ça. Donc c'est super important ça d'avoir ça en tête, que une équipe solidaire, elle est solidaire elle reste solidaire même dans le conflit. Et c'est ça le plus dur à créer. Et c'est ça pour moi l'enjeu du manager coach face à ses équipes marketing quand il pilote ses équipes marketing, mais même aux équipes transverses, c'est-à-dire cette capacité à ne pas perdre de vue ce qu'on cherche à faire, de potentiellement qu'il y ait des tensions à un moment, c'est normal, on est humain, on est dans un monde où il y a de la pression et où potentiellement il y a besoin de s'accorder en permanence sur ce qu'on perçoit, etc. Mais ce n'est pas un monde dans lequel c'est pas un monde de bisounours pour autant. Et le coaching n'est pas là pour créer un monde de bisounours. Je reprends un peu ta trame. Tu avais un point sur pourquoi, pour faire quoi il aurait besoin de coacher. On a pas mal parlé du travail en transverse, donc avec les autres équipes. Ouais, Tu viens d'aborder un peu la notion du management de ses propres équipes, ouais. avec une spécificité que tu as mentionnée tout à l'heure, mais qui mériterait d'être un peu creusée sur la diversité des métiers dans une équipe marketing, surtout si c'est dans une grosse boîte où on va retrouver tous les métiers. Mais souvent, cette diversité va être aussi externalisée auprès d'une agence qui va gérer, elle, la diversité quand on ne l'a pas en interne. Donc, qu'est-ce que ça demande de particulier pour ce manager coach? La première chose, c'est effectivement, on a dit qu'il y a plein de métiers différents. Les métiers sont soit internes, soit externes. Et la première grande difficulté pour le manager coach, ça va être de mettre du lien dans tout ça. C'est de se dire, bah, tiens, j'arrive, j'ai tous ces trucs qui fonctionnent un peu en parallèle et comment on fait en sorte que ça sert l'objectif global. Donc, réussir à poser cette vision avec l'équipe et potentiellement faire en sorte que l'équipe l'appréhende et le comprenne. Parce que tous ces petits gars là qui ont chacun leur spécificité, la personne spécialiste de l'automation, la personne spécialiste du site web, la personne spécialiste du contenu, la personne spécialiste de la gestion de projets marketing, etc. Ben, ils vont devoir bosser ensemble tout le temps et sur des micro-projets. Moi, je vais redonner mon exemple. Quand j'étais directeur marketing de Generix, on gérait 400 projets à l'année. On était avec une équipe de 8 personnes, plus des prestats. 400 projets, c'est énorme en termes de chiffres. Donc, le manager d'une équipe marketing, il ne peut pas juste dire j'ai un visu tous les 400 projets, je comprends ce qui se passe de partout j'arrive à dire un tel va bosser là-dessus, à tel certain moment, j'organise tout ça. Non, c'est-à-dire que les équipes ont besoin de s'auto-gérer et de comprendre les interdépendances qu'ils ont les uns envers les autres. C'est-à-dire, tiens, à tel moment j'ai besoin de toi, à tel moment j'ai besoin de toi, j'ai besoin de proactivité à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et ça s'organise. C'est pas simplement quelque chose qui se décrète en disant, ben, tiens, vas-y, fais comme ça, fais comme ça. Moi, je peux donner des exemples tout bêtes, hein. J'ai mis en place des processus d'agilité au sein de mes équipes marketing. Et un truc tout bête qui a changé beaucoup de choses, on a juste pris un temps tous les matins, un quart d'heure, pas plus, où chacun disait, j'ai fait ça hier et je vais faire ça aujourd'hui.
un temps de communication où on échange un peu où en sont les gens. Et rien que faire en sorte que les gens voient ce qui se passe chez les uns, chez les autres, et forcément ce qui coince chez eux, parce que dans ce que je fais aujourd'hui, on remontait aussi ce qui était peut-être un peu compliqué et difficile. Rien que de faire ça, ça a généré l'occasion pour chacun de discuter entre eux. Ah ouais, tiens, c'est compliqué ça pour toi, mais moi je peux t'aider là-dessus, etc. Et donc de créer ce qu'on appelle cette métacommunication. Donc je vais te donner la définition de la métacommunication, c'est échanger sur la manière dont on communique. Et donc, tiens, ah oui, et donc créer ces éléments-là, ben, ça a permis de renforcer énormément l'équipe. Et derrière, en 3 semaines, hein, j'ai mis ça, et en 3 semaines, j'ai vu les changements dans l'équipe de manière fulgurante, hein, où j'avais plus besoin de demander, tiens, est-ce que vous avez pensé sur tel projet à faire tel truc aussi? Le penser en question, c'est j'ai lancé un nouveau livre blanc, est-ce qu'on a pensé à écrire des articles de blog sur le sujet et les diffuser en même temps? Est-ce qu'on a pensé à mettre en parallèle la campagne sur les réseaux sociaux, etc., etc. Des mini-coordinations qui sont faites un peu tout seuls. Et en fait, le rôle du manager coach, c'est ça, c'est de réussir à faire en sorte que ça arrive, que cette communication se crée entre l'équipe et de consolider l'équipe. Autre point très important aussi, c'est de mettre la culture du try and learn qui est hyper importante en marketing aujourd'hui. Le monde du marketing et de comment fonctionne son client, on est dans l'ordre du complexe. C'est pas je mets en place un outil et derrière, pouf, ça marche. On est dans l'ordre du complexe où parfois on ne sait pas pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, on teste, on apprend, et tiens, ça marche, mais ok, je le prends, j'ai pas compris pourquoi, mais ça marche, donc j'en fais état, et je tiens. Et cette notion de try and learn, c'est aussi une posture, c'est un rôle modélisant. Et être modélisant, c'est accepter l'erreur. Accepter qu'on teste des choses et derrière, ben, ça ne marche pas, qu'on puisse se planter. Et ça, si le manager ne rentre pas dans cette posture de coach où l'erreur est quelque chose d'admis, accueilli volontiers et sur lequel on peut avancer et ensemble, ça va être compliqué derrière pour toute l'équipe de se mettre elle-même dans ce mode try and learn. Donc voilà, donc ça, c'est aussi un enjeu fort. Alors j'ai vu qu'il y avait une question. Comment on fait si les équipes sont sur différents sites? Bah, on utilise des outils digitaux, hein, j'allais dire. Je me demande si c'est lié à l'idée en tout cas, les 15 minutes dont je parlais tous les matins, par exemple, ça se fait très bien en visio, je l'ai fait. Ça marche hyper bien, mais ça, c'est un exemple. Mais c'est de la même manière, côté de différents sites, ça n'empêche pas de communiquer et surtout pas. En fait, l'erreur qu'on fait quand on est sur du multisite, c'est qu'on se dit, on va pas se faire une visio, c'est fatigant, c'est lourd, etc., etc. Il y a des milliards d'outils pour faire de l'intelligence collective, pour faire du partage en numérique aujourd'hui. Ce n'est pas les outils qui manquent. Je peux vous donner pour exemple, quand on fait des ateliers en acquisition de stratégie design, en fait, les ateliers ils marchent beaucoup mieux quand on les fait à distanciel qu'en présentiel. Parce que tout simplement, on a un paquet d'outils qui vont aider la réflexion, qui vont aider à la discussion, à la structure, au cadre, et qui derrière vont Et faire. ça diverge beaucoup moins, en fait, aussi. Ben, c'est ça, en fait, les gens ils reviennent à l'heure quand on fait une pause. C'est aussi bête que ça, hein, ils n'ont Ils ne pas, partent pas entre d'autres choses. voilà, ou beaucoup moins. Ils le font un petit peu, mais beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc c'est largement faisable en distanciel. Il y a Aujourd'hui, c'est un peu une fausse excuse de dire que le distanciel ne permet pas de construire des équipes. Ça, par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut faut les construire autrement. Il faut intégrer les forces du distanciel plutôt que de voir les contraintes du distanciel. Et les forces, elles sont hyper nombreuses. Euh, Ouais, moi, j'ai une vraie conviction, entre autres, là, par rapport à la nouvelle boîte que je suis en train de lancer, enfin, par rapport à 1 minute 30, qui est maintenant en full remote depuis la Covid et qui va rester en full remote, et par rapport à la nouvelle boîte que je crée de logiciels, euh, j'ai envie d'avoir cette dimension full remote pour la liberté qu'elle apporte, pour l'autonomie qu'elle apporte à chaque collaborateur, euh, et pour, après, la souplesse que ça permet d'avoir en termes de management, de gestion, d'absence de bureau, d'absence de contraintes physiques en termes d'embauche. On peut embaucher partout, sur tous les fuseaux horaires, etc. C'est une liberté qui est incroyable et dont il faut apprendre à profiter, même si ça induit des changements, quoi. ouais.
Donc voilà, donc du coup, moi je Il y, crois beaucoup. il y avait un dernier point que je trouvais intéressant là, toujours sur le pourquoi il a besoin de coacher, c'est le rapport au codir. Ouais, ouais, effectivement. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment circonstanciel, ça va durer encore quelques années, mais ça va disparaître j'espère, dans 10 ans, ce qui arrive bien vite. C'est l'idée qu'aujourd'hui, le directeur marketing, il a besoin de recréer, de se refaire une place dans ce codir. Parce que le marketing est perçu souvent, quand dans beaucoup de boîtes, un peu à l'ancienne. Et plus on va être dans des boîtes industrielles, plus c'est vrai. Où le marketing, c'est un peu ceux qui s'occupent des petits fours, des goodies et de faire des jolis stands. Et plus on va être dans des boîtes, on va dire, qui ont intégré le marketing depuis longtemps au cœur du truc, moins ça va être vrai, on est d'accord. Donc ça va vraiment dépendre du secteur d'activité. Mais quoi qu'il arrive, c'est que le directeur marketing fait partie d'un CODIR. Ça, c'est une constatation que je fais. Souvent, quand on va te demander à n'importe quel directeur, est-ce que vous pouvez me parler de votre équipe? Il va parler de ses collaborateurs. Donc, s'il est directeur marketing, il va parler de bon, mon équipe marketing, elle est composée d'un tel, un tel, un tel. Et en fait, ce qui est super important, c'est quand on est dans une entreprise, la première équipe à laquelle on doit faire partie, pour laquelle on doit avoir le sentiment d'appartenance le plus fort, ça doit être le CODIR. Si on est membre du CODIR, c'est cette équipe-là qui doit être la plus soudée, la plus costaud, parce que c'est celle qui va faire en sorte que l'entreprise va débloquer toute sa capacité d'agir. Et et si elle ne le débloque pas, ben, c'est la faute du CODIR à la fin. Donc, du coup, il y a vraiment ce besoin, et ça, c'est vrai pour tout membre du CODIR, et c'est vrai particulièrement pour le directeur marketing. Donc, il y a ce besoin de créer de l'alignement, et le directeur marketing a besoin de créer de l'alignement autour du marketing lui-même. Donc, essayer d'expliquer en quoi le marketing s'est transformé. Euh, Tout en prenant en compte que les exigences de résultats sur le marketing sont fortement accrues ces derniers temps. Tous ceux qui sont directeurs marketing dans la salle savent que par rapport à avant, on leur disait, ben voilà, faites-nous des jolis trucs. Maintenant, c'est combien de leads tu nous as apportés et quelles actions mesurables tu peux nous montrer. C'est vraiment devenu ça le marketing. Donc, il y a besoin de utiliser ces demandes-là, ces contraintes fortes de ROI pour en même temps profiter pour faire comprendre le changement qui est derrière. Et donc, il y a un peu une notion de bâton de pèlerin du directeur marketing aujourd'hui dans les entreprises. Je vois que ça commence un peu à diminuer, mais il y a certaines entreprises, certains secteurs d'activité chez qui ça peut être encore difficile. Et donc, il y a cet élément-là, et effectivement, contribuer à faire que ce changement de culture fait que les directeurs entre eux travaillent ensemble et ne sont pas simplement dans des codires. Je ne sais pas si vous avez vu des codires, mais il y a beaucoup de codires où, en gros, les gens se font tout petits en attendant que ce soit, en espérant que c'est un autre qui va être interrogé sur tel sujet. Possiblement, ou à l'inverse, c'est mon tour de passer. Ben, j'ai fait des très jolis slides, j'ai bien montré mon truc. Et mon enjeu, c'est qu'il y ait le moins de discussions possible pendant le codir. C'est juste qu'on me donne mon go qui va bien. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être changé dans les codires. Et Et ça rejoint le sujet du transverse qu'on a abordé au début, quoi. ouais, mais c'est d'une manière différente parce que le transverse, au début, c'est plutôt inter-équipe, faire en sorte que les équipes entre elles comprennent le truc. Et le codir, il y a quelque chose d'un peu spécifique, c'est que c'est un organe un peu où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui s'y jouent, quoi, quand même. C'est quand même quelque chose de. Il y a et des rivalités et des enjeux de pouvoir, des enjeux où les gens ne se sentent pas protégés non plus en tant que directeur. Et donc, du coup, ils camouflent potentiellement un peu, ou à l'inverse, ils peuvent être agressifs. Et c'est ça, hein, je suis d'accord avec Elodie, hein, le codir doit être soudé, mais ce problème, c'est quand on dit doit, ça suffit pas, quoi. J'ai déjà vu des patrons dire je veux que vous soyez soudés sur ce truc-là, hein, j'attends de vous que vous soyez une équipe. Mais ça ne suffit pas, quoi. Il y a un moment, il faut se donner des conditions pour pouvoir le faire. Et les conditions, bah, c'est aussi de pouvoir faire tout ce qui fait des gens d'une équipe solidaire. C'est cette capacité bah, à se dire les choses, à s'engueuler tout en restant en alliance avec les gens, c'est-à-dire respecter l'humain, respecter l'autre tout en se respectant soi-même. C'est ça l'idée d'altérité et d'autonomie, hein. Je suis capable de respecter l'autre en respectant moi-même, donc je suis capable de me dire ce qui est important, je suis capable d'entendre ce qui est important pour l'autre. À partir du moment où on sait faire ça,
on est capable de se dire les choses quand on n'est pas d'accord et pas faire soit de l'évitement amical, c'est-à-dire on ne se dit pas les choses parce qu'on ne veut pas faire de vagues au codir, ou à l'inverse, être dans la guerre de territoire où on agresse l'autre pour ne pas être agressé de son côté et exister. Donc voilà, c'est les deux extrêmes, hein. Et on trouve les deux dans les entreprises, hein. Vraiment, l'évitement amical, ça existe énormément dans les codires. On ne dit pas les choses par solidarité et éviter de faire des vagues. Alors que c'est un problème, hein, c'est de la non-productivité à la fin. Alors, que doit faire un manager coach? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser? Comment on devient un bon manager coach? Ouais, alors ça, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de pourquoi fallait le faire, mais et du coup, comment on fait concrètement? Alors, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain, hein. Moi, j'ai noté plusieurs choses, hein, qui peuvent être intéressantes là-dessus. La première chose, moi, que je trouve importante, et c'est dans le côté modélisant, hein, du manager coach, c'est la notion de responsabiliser les gens. Quand on est déjà manager d'une équipe, ben, les personnes qu'on a en face de nous, on les responsabilise, et on les responsabilise pas en leur disant, tiens, je te donne ça et hop, c'est fini. On les responsabilise en les incitant à poser des demandes, tout simplement. Quand quelqu'un vient nous voir, voilà, c'est pas la question. La question, c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'est pas comme ça où vas-y, raconte-moi ce qui va pas et ce qui est compliqué. On n'est pas chez le psy, hein, clairement pas. Et tiens, je tiens à le dire aussi, un coach n'est pas un psy. C'est hyper important. Déjà, il n'a pas les compétences du psy, qui a fait des années d'études et qui comprend comment fonctionne le cerveau de manière puissante. Le coach, il a des outils de simplification qui permettent de modéliser des choses et qui permettent d'avoir des raccourcis rapides, mais ce n'est pas un psy, il n'est pas là pour essayer de comprendre pourquoi c'est difficile pour vous d'aller dire à votre manager que l'augmentation n'est pas assez élevée. Il ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Il peut vous donner des outils pour pouvoir lui dire de manière plus simple. Ce n'est pas la même chose. Voilà, donc en fait, je reviens sur ce que je disais. La première chose à faire, c'est de responsabilité, c'est donc d'exiger de ses collaborateurs, ben voilà, de quoi tu as besoin. Explique-moi de quoi tu as besoin. Fais-moi une demande claire. Et ça, c'est responsabiliser les gens. Et en faisant ça, ça incite la personne en face. Ok, attends, il me demande de quoi j'ai besoin. Ok, ben, je vais réfléchir à quelle est ma demande. Et ça, c'est le premier petit tips, je dirais, que tout manager qui veut être dans une approche de coaching ce qu'elle doit arriver. C'est l'idée de ben, la personne en face, elle est capable de demander, elle est capable par elle-même de définir ce dont elle a besoin. Après, il y a évidemment maîtriser les outils d'intelligence collective. Il y en a plusieurs, hein, mais en avoir quelques-uns dans le chapeau. Et dans l'idée, même, la question de stratégie design est un outil d'intelligence collective, hein. Moi, j'aime bien l'idée. Acquisition Strategy Design, mais toutes nos méthodes, Customer Experience Design, 3 méthodes marketing pour les RH, Ouais. c'est des outils, et c'est pour ça qu'on les a créés, c'est des outils qui permettent de créer cette relation de travail en commun avec les autres équipes, la transversalité, l'alignement sur des plans d'action partagés pour être justement dans cette orientation process que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, les outils d'intelligence collective, il y a un truc que je trouve aussi très intéressant dans les outils d'intelligence collective, c'est que quand on a fait un travail d'équipe, c'est de prendre un temps pour discuter du tiens, comment ça s'est passé, comment on a travaillé aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'on a bien bossé, est-ce qu'on a mal bossé, comment ça s'est passé pour vous? Et ça peut se faire typiquement dans chaque réunion hebdo. C'est vrai que si on a une réunion hebdo d'une heure et demie, enfin je sais pas, ça dépend des tailles des équipes, hein, c'est de se réserver un quart d'heure, 20 minutes pour échanger sur comment ça s'est passé. Et ça va créer, ça montre deux choses. C'est, tiens, en tant que manager, si je demande à chacun de s'exprimer sur qu'est-ce qu'on a bien aimé, qu'est-ce qui s'est mal passé pour nous dans cette réunion, etc., ça montre aux gens qu'ils ont et la permission, ben, de s'exprimer sur comment ça se passe et de contribuer à améliorer le process, et en même temps les protections, ce qui est dit est bien accepté, et on a le droit de parler, quoi, dans cette boîte. Donc, je ne vais pas me faire taper dessus parce que je dis ce que je pense. Donc, ces deux facteurs-là. Ça, c'est aussi dans les petits tips de choses, c'est créer des moments de métacommunication où on discute de comment on bosse ensemble et de ce qui s'est bien passé, mal passé. Et là, après, il y a des outils, hein. Moi, j'aime beaucoup la communication non violente.
et notamment un outil qui s'appelle OSBD pour savoir exprimer les choses aussi quand les choses sont pas bien pour nous. C'est de se dire, ben, au lieu de dire ça c'est nul, ça c'est machin, ça c'est bidule, non. Quand on prend les faits là, moi ça génère telle émotion chez moi qui fait appel à tel besoin, et en fait j'ai une demande à te faire qui est celle-là. Ça c'est OSBD. C'est un petit outil, vous trouverez plein de choses sur le net là-dessus. C'est super intéressant pour pouvoir parler en assertivité. Parce que, J'interromps une seconde par rapport au commentaire d'Erwin. ouais, Enfin, j'ai bien prononcé ton prénom. Sans entrer dans l'excès de bienveillance et le monde des bisounours, il y a tout de même un excès d'ego de certains directeurs qui ne facilitent pas les actions de coaching et qui accentuent une certaine pression contre-productive sur les équipes. Effectivement, là, on n'est pas sur du manager coach. ouais, bah, c'est vrai, mais c'est en fait le côté de toute façon l'ego, c'est toujours quelque chose. C'est-à-dire que on a tous de l'ego, on en a besoin. C'est clairement utile parce que si on n'a pas d'ego, ben, on se transforme en serpillère, quoi. Donc il y a besoin d'ego, et l'ego, c'est une manière pour soi d'être dans une posture où on est bien dans son job. Là où ça devient embêtant, l'excès d'ego, c'est quand l'ego donne un sentiment de supériorité. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à se sentir supérieur à l'autre parce qu'on a plus de diplômes, parce qu'on est le manager, parce que nous on sait et l'autre il n'a pas compris, on rentre dans quelque chose où la relation ne peut pas être saine. C'est difficile qu'elle soit saine. Euh, donc, quand on a des directeurs qui sont dans ces modes-là, et ça arrive partout, hein, parce que et ça arrive même aux coachs, hein, je veux dire, les coachs ont beaucoup d'ego, ils peuvent être dans ces modes-là aussi, ça arrive à tout le monde, hein, moi le premier. Euh, mais en fait, le truc, c'est de pouvoir simplement en discuter. Est-ce que l'ego est-il plus lié au genre masculin? En fait, Question piège. je vais le dire autrement. Euh, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur chez les femmes. On se dit, ouais, les femmes, elles ont toujours ce syndrome de l'imposteur, etc., etc. Moi, mon avis, c'est que les hommes subissent autant le syndrome de l'imposteur que les femmes, mais ils ne le traitent pas de la même manière. C'est ce que je vois, c'est-à-dire que les femmes en parlent plus ouvertement, là où les femmes vont avoir une tendance à plus prendre sur elles et à s'en vouloir, les hommes vont être plus dans l'agressivité et aller et en fait à se créer une carapace un peu plus dure. Et ça, c'est plus alors je vous donne mon avis tel quel, hein, ne me tapez pas dessus, hein. Je pense que c'est plus culturel, où en fait l'émotion de colère est moins autorisée chez les femmes et l'émotion de tristesse est moins autorisée chez les hommes. Donc ce qui fait que derrière, ben, les hommes vont plus être dans la colère et les femmes vont plus être dans la tristesse. C'est des ultra grosses ficelles, hein, quand je dis ça, hein. Mais c'est un peu ce que je vois dans les coachings où beaucoup de femmes s'interdisent la colère et beaucoup d'hommes s'interdisent la tristesse. Et en fait, c'est ça qui se joue à peu près à cet endroit-là, quoi. C'est pas je pense qu'on a tous de l'ego et heureusement. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne le gère pas de la même manière. Et notamment ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous, hein, enfin, tous les dirigeants, les big boss de toutes les boîtes ont un syndrome de l'imposteur. Il est à un degré plus ou moins fort, il est vécu de manière plus ou moins bien, mais tout le monde a ce syndrome à un moment du quand est-ce que les gens vont se rendre compte que je ne sais pas faire? C'est un peu cette question-là, le syndrome de l'imposteur. Quand est-ce que les gens vont s'en rendre compte qu'au final, ben, ouais, là-dessus, je navigue entre les lignes. Alors, tu vois, moi, je n'ai pas du tout ce syndrome parce que je m'éclate quand je ne sais pas faire. Et c'est ça qui m'est. Enfin, j'ai conscience de ne pas. Enfin, je suis au top quand je ne sais pas faire parce que c'est ça qui m'amuse. Et, Ouais, et en et, plus, on dit, et j'ai été dans des codires, etc., en étant assez jeune et tout. Et c'est ça qui est drôle, quoi. C'est l'adrénaline de ne pas savoir faire, ouais. d'être en danger. Et, et tant pis si les autres s'en rendent compte parce que c'est vrai. Mais c'est encore mieux de le dire ouvertement, en fait, hein. À partir du moment où on le dit ouvertement, on sort de ce truc-là, quoi. C'est pas dans Ouais, ça. c'est ça. Si tu assumes que tu sais pas faire et que bah, tu fais de ton mieux, Mm. tu n'as plus de problème de syndrome, tu n'as plus rien à cacher, quoi. Ouais, 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 exactement, exactement.
Ouais. Dans les autres trucs en fait qui peuvent aider dans la posture de coach, il y a un truc qui est propre à la posture. Ça, vous ne pouvez pas l'utiliser tout le temps en tant que manager, parce que le manager, il a une responsabilité aussi de faire en sorte que les gens arrivent à des résultats. Mais en même temps, il y a cette notion dans la posture de coach de lâcher prise sur la notion de contrôle. C'est-à-dire que quand on est coach, on est là pour poser des processus qui permettent aux gens potentiellement d'avancer, etc. Mais c'est cette idée aussi que si les gens ne prennent pas, c'est pas la faute du coach. C'est aussi la faute des personnes en face de nous. C'est-à-dire, à un moment, on peut poser des protections et des permissions, on peut mettre des cadres, etc., mettre en place des processus d'intelligence collective. Si les gens n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, c'est pas la faute du coach. Et donc, c'est cette notion un peu de ne pas chercher, typique, le grand classique, c'est on a un bon potentiel dans son équipe, on voit qu'il gâche son potentiel, on va à tout prix le remettre dans les rails. Oubliez ça tout de suite, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. C'est à la personne elle-même de prendre ses responsabilités derrière. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile quand on est coach parce que derrière, on voit le potentiel des gens, on voit ce qu'ils peuvent faire, mais après, si les gens n'ont pas de demande et s'ils n'ont pas envie, ça ne sert à rien de les emmener là-dessus. Donc, il y a cette notion un peu de lâcher prise sur la notion de contrôle et sur ce que les gens devraient pouvoir donner ou pas. Après, il y a toujours quand même dans votre rôle et dans votre mission le côté, si la personne n'atteint pas ses résultats, vous devez lui dire, etc. Donc, ça, on peut faire les choses en bienveillance, évidemment, mais aussi, le manager, il n'est pas que coach. Donc, il a aussi ce côté, aussi à un moment, on redonne aussi le feedback à la personne en face. Donc, c'est pour ça que cette notion-là, elle est un petit peu plus difficile et elle est à jouer dans le temps. Euh, et un autre truc, moi, que je trouve super important, c'est de savoir jongler entre les postures. Euh, on parle souvent de posture basse pour le coach. Moi, j'aime pas ce nom de posture basse. Je préfère le posture d'altérité, c'est-à-dire on se met en posture d'égalité face à l'autre, c'est-à-dire que on considère l'autre comme une personne et en même temps, dans son rôle, la personne est parfaitement légitime, compétente, par ailleurs. Euh, et il y a des moments, où on a besoin d'être directif. Typiquement, quand on est dans une situation d'urgence, on a besoin d'être directif. On a besoin d'être très cadrant. Tiens, il y a tel truc qui arrive en urgence qui doivent être traités. Le temps n'est pas à la concertation, à la discussion. Par contre, quand il y a des choses qui sont plus sur du long terme, qui sont dans l'ordre de la construction, être directif, ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, on empêche juste les gens de pouvoir apprendre le sujet par eux-mêmes. Donc, c'est de savoir jongler. Quand est-ce que c'est les bons moments pour être un peu plus directif? Quand est-ce qu'on est plus dans les moments où on est là pour apporter des ressources aux personnes? Ou quand est-ce qu'on est là pour leur donner du sens? C'est vraiment jongler dans ces différentes postures. Euh, et ça, c'est peut-être le plus dur. C'est peut-être le plus dur. Parce que dans ces mêmes types de postures, on va se dire, il y a des personnes, ils ont besoin de beaucoup de cadres, il y a des personnes, ils ont juste besoin qu'on les laisse tranquilles. Et c'est complètement vrai. Je parle de la théorie XY ici, qui est de McGregor, où l'idée, la théorie X, c'est de dire, les gens, ils travaillent parce qu'ils doivent, et pas parce qu'ils doivent, et c'est comme ça, et donc ils prennent pas de plaisir au travail, et donc leur motivation, elle vient pas d'eux-mêmes, elle vient du management qui les pousse à bosser, versus la théorie Y qui disent que les gens, ils travaillent parce qu'ils prennent du plaisir et ils se réalisent dans le travail, et là, la motivation, elle vient d'eux-mêmes. Et en fait, c'est vrai, les deux sont vrais. Les deux sont vrais, et chacun positionne ce curseur entre X et Y de manière différente. Et donc, en tant que manager en général, il faut en tenir compte. Il y a des personnes, vous leur mettez du cadre, ils vont s'enfuir en courant. Il y a des personnes, vous leur donnez pas de cadre, ils vont s'enfuir en courant. Il y a les deux. Donc, c'est aussi savoir jouer sur ces différents types de postures et de savoir les observer et les reconnaître. C'est pas évident, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, là où la posture de coach intervient, c'est le fait de pouvoir créer le dialogue autour de ça, de pouvoir discuter de quel est le besoin de cadre de la personne, faire en sorte que la personne en face exprime aussi ses besoins par rapport à ça. Et elle est responsable d'exprimer ses besoins. Vous êtes responsable de lui donner le cadre pour qu'elle puisse le faire. C'est la différence entre être responsable du processus et être responsable du résultat. Vous, en tant que manager coach, vous êtes responsable de pouvoir donner les occasions, donc avec les bonnes protections qui vont bien pour que les gens puissent parler en toute honnêteté et le fait de leur donner la permission de s'exprimer. Donc ça, c'est votre responsabilité. Après que les gens saisissent cette occasion ou pas, c'est pas votre responsabilité. C'est la leur.
Et c'est hyper important d'avoir en tête que les gens sont responsables de ce qu'ils font. On est- on n'est pas là pour sauver les gens à leur insu, quoi. Et pour conclure un peu sur justement ce sujet de tension entre le manager qui porte des objectifs, qui doit rendre des comptes à son codir Ouais. et aux autres acteurs de l'organisation, et le manager coach qui doit justement créer de la sécurité, permettre que les gens s'expriment, réussir à les motiver. Comment tu concilies cette tension? Déjà, on est dans le et en même temps. C'était très à la mode il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on reparle de cette notion de curseur Y, mais là plutôt du côté du manager lui-même, c'est-à-dire qu'il a ce côté où il doit rendre compte de résultats, etc. Et de l'autre côté, on lui demande un peu de lâcher prise sur le résultat et d'être là pour mettre en place des processus. Donc les deux sont contradictoires. Mais ils sont contradictoires, mais peuvent vivre en même temps. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de, un, faire en sorte que les équipes s'autonomisent pour que derrière elles soient à même de prendre elles-mêmes aussi les objectifs derrière qui sont portés par le manager et qu'elles comprennent à quel point ils sont importants, ces objectifs. Euh, et en même temps, on a ce rôle un moment aussi d'arbitre, de juge. Et on peut pas se cacher derrière le côté du je suis un manager bienveillant, je suis un manager coach, donc je ne prends pas ma casquette de juge aussi, qui est de dire bah, écoute, là, on n'est pas au boulot attendu, etc. Et en fait, cette honnêteté-là, de pouvoir dire les choses au moment où elles doivent être dites, tout en étant dans l'ouverture de l'autre, en l'acceptant tel qu'il est et en lui donnant les moyens de développer son potentiel, ben, il faut avoir les deux en même temps. C'est pas une contradiction, c'est une tension parce que c'est pas facile à gérer. Mais en même temps, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix que d'avoir ces deux postures en même temps pour que derrière, je lisais le commentaire en même temps, ça m'a perturbé. On n'a pas d'autre choix que d'intégrer ces deux notions en même temps. Parce que le métier fait qu'on a besoin de la posture de coach et parce que le métier fait que derrière, on a besoin aussi de tenir des objectifs. On est dans l'ambivalence, hein. On est dans l'ambivalence. Et ça, j'allais dire que c'est une des ambivalences parmi plein d'autres, hein. Une des grandes ambivalences qu'on va trouver dans le rôle de manager, c'est qu'on veut que les équipes soient autonomes et en même temps, on veut garder le contrôle sur ce qui se passe. C'est très difficile de gérer les deux, hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin que mes équipes elles gèrent par elles-mêmes, donc d'accepter qu'elles puissent se tromper, qu'elles prennent des décisions qui ne sont pas celles que j'aurais prises. Et en même temps, je veux garder le contrôle et savoir ce qui se passe parce que je dois rendre compte au codir. Et en fait, il n'y a pas de solution miracle à ça. Faut déjà se rendre compte qu'il y a les deux. Et ça permet déjà de se mettre un peu en acceptation de ce qui se joue, plutôt que d'essayer de lutter contre en rigidifiant une posture ou une autre. Parce que le danger, c'est ça, c'est de rigidifier. Bon, ben, les gars, je leur ai laissé de l'autonomie, mais ils ont fait n'importe quoi, donc je reprends le contrôle. Euh, Il y a un problème, c'est-à-dire que le discours, c'est-à-dire que l'autonomie, ils ne l'ont jamais vraiment eu. C'est une autonomie de façade. Le droit à l'erreur, il n'est pas là. Et donc derrière, on ne capitalise pas sur des personnes sur le long terme. Et à l'inverse, si on laisse juste de l'autonomie en se disant, ben voilà, faites ce que vous voulez et je ne regarde pas, ben, ce n'est pas de l'autonomie, ça, c'est de l'indépendance. Ça n'a rien à voir. Dans l'autonomie, il y a cette notion d'interdépendance, c'est-à-dire on se rend des comptes mutuellement. En parlant de prononciation, pour Ouais. reprendre le commentaire d'Erwin, il y a un mot qu'il y avait dans tes notes que tu n'as pas exprimé et que je voulais savoir comment tu le prononçais, c'est le hokeyness. Ah, tu l'as très bien prononcé, Lokenes. Donc, Lokenes, ouais, c'est un concept d'analyse transactionnelle, ça, Lokenes. C'est cette idée de. je vais le noter pour que les gens voient à quoi ça ressemble parce que je suis pas Voilà, sûr qu'en le prononcer comme ça, les gens le lisent comme ça. L'OKNess, c'est une posture qui est hyper importante. C'est la capacité d'être OK avec qui on est et d'être OK avec l'autre tel qu'il est. C'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle être OK plus plus. C'est je suis OK avec moi-même, c'est OK plus, et le deuxième plus, c'est OK avec l'autre. Et ça, c'est en contradiction avec des postures qui sont OK plus moins. Je me sens supérieur à l'autre, donc je me sens bien avec moi-même, mais je sens moins bien l'autre, donc je suis OK plus moins, donc je me sens supérieur à l'autre. Ou l'inverse, OK moins plus où je
je me sens inférieur à l'autre et je m'écrase. Et il y a la quatrième qui est OK, moins, moins. On est tous nuls. On n'y arrivera pas. Alors ça, c'est la posture, elle est difficile, celle-là, hein. Mais ça existe aussi dans l'entreprise. C'est des gens qui sont, ben, voilà, moi, j'y arrive pas. De toute façon, vous, on n'y arrive pas non plus. On se sortira jamais de ce bazar, quoi. Et donc, l'OKNS, c'est d'être dans une posture où, OK, je suis bien avec moi-même, je sais où je suis, et je suis bien avec l'autre. Et l'autre, j'ai confiance qu'il soit capable qu'il soit capable d'être dans ce qu'on appelle dans sa puissance, hein. Je suis désolé, ces mots, ça fait un peu ésotérique, hein. Ce jargon de... L'environnement, on est beaucoup OK moins moins en fait. Ouais, en fait, ce qu'on trouve beaucoup, c'est l'OK moins et l'OK moins plus dans les entreprises. Les entreprises, c'est souvent celui-là. C'est souvent le manager en OK plus moins et les managers en OK moins plus. Euh, Voire à l'inverse, hein, le manager qui trouve son manager nul, il va se mettre lui-même en OK plus moins. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation où on est dans la confiance et on vit pleinement l'interdépendance à l'autre. Et je le redis, l'interdépendance, c'est ce qui permet l'autonomie, c'est le fait de je suis conscient de ce que je dois faire, je suis conscient de ce dont l'autre a besoin et on bosse ensemble pour ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette première partie conversationnelle? Parce que j'ai l'impression qu'on arrive au bout sur ce point du OK++. Ouais. Et on va continuer à être OK++ dans l'after pour Ouais. travailler tous ensemble. Tu voulais ajouter quelque chose ou on passe à l'exercice que vous avez préparé avec Abdel? On pourrait ajouter, c'est qu'on a fait un tour d'horizon super rapide, quoi. Donc, dans les faits, il y a plein de choses qui sont très spécifiques au coaching individuel, au coaching d'équipe, au coaching d'orga. Il y a plein de concepts et je vous ai diffusé ça de manière très douce. C'est un sujet qui est passionnant, qui est un puissant fond et sur lequel il faut juste y aller avec beaucoup d'humilité, hein. On devient pas, faut pas chercher à devenir le super manager coach parce que sinon, dans ce cas-là, on se rajoute juste une pression de malade et on se remet soi-même en OK moins plus en se disant j'arrive pas à être le manager coach que je devrais être. Et donc, l'invitation que je vous fais, c'est plutôt d'essayer d'avancer par petits pas sur ces sujets-là et de dire, tiens, bah, comment je peux progresser un petit peu. Et ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Le but, c'est pas de se mettre une pression de malade sur ces sujets-là, juste de se dire, voilà, j'ai envie de tester des choses, prendre ça un peu avec douceur, j'allais dire, tout simplement. Merci beaucoup, Christophe. Semaine prochaine, webinaire avec Olivier Sauvage et Saad Abdel, où on va parler d'UX. Et puis, il faut qu'on continue à planifier les webinaires des semaines d'après, parce qu'on est de nouveau un peu court dans la planification. Et on va parler avec Olivier, qui est le patron d'une agence qui s'appelle Wexperience, donc spécialisée en UX. Il est aussi hyper intéressé par les sujets de Green IT et donc de réduction de l'empreinte écologique de l'IT, du web et du digital. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve hyper intéressant. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Abdel et Christophe, pour l'after et ce travail collaboratif OK++? Alors déjà, c'est Abdel qui a préparé. Il faut rendre qui appartient à César.